Merci, Président. Monsieur le Président de la Chambre des représentants, Monsieur le Président de la Chambre des conseillers, Monsieur le chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame, Monsieur les ambassadeurs, chers amis, à l'heure de m'exprimer devant vous, je mesure combien Avenue s'inscrit dans une histoire séculaire qui a tissé entre nos deux nations une véritable communauté de destin, un dialogue qui remonte à la nuit des mémoires. Impossible de citer toutes les ambassades envoyées de part et d'autre de la Méditerranée depuis la Renaissance, les traités signés, les récits d'exploration, les romances entrecroisées, comme ce corsaire de Salé, Abdallah Ben Aïcha, qui fut envoyé à Versailles pour demander la main de la fille du roi Soleil, ou de ce récit du lettré Idriss Al-Amraoui, qui rapporta au sultan Mohamed IV son témoignage de la France de 1860. Il y eut ces ambassades, avec leurs longues palabres, autour des questions de commerce et de sécurité des mers. Mais ce furent des artistes qui posèrent à coup sûr sur le Maroc le regard le plus passionné. Delacroix, Matisse, Majorelle et toute la cohorte des peintres et écrivains voyageurs qui abordèrent toujours le Maroc avec respect, avec admiration. Et ces deux dont nous nous réclamons aujourd'hui, et ce sont eux qui éclairent notre mémoire commune, qui connaît aussi sa part d'ombre. Car vint le temps des traités inégaux, quand l'hubris et la force mécanique des États européens s'imposèrent aux quatre coins du monde et quand, même arrangé en protectorat, le Maroc n'échappa pas aux ambitions et aux violences de l'histoire coloniale. La France fit effraction, d'abord par le truchement d'accords commerciaux et financiers, puis par le traité de Fès. Et tandis qu'elle imposait ses vues et consolidait ses intérêts, il y eut aussi des hommes qui cherchèrent à comprendre, à respecter, et je crois à aimer cet empire millénaire dont ils percevaient l'identité profonde et irréductible. Ils eurent pour nom Louis Massignon, Jacques Berck, à certains égards, Hubert Lyautey. Cela n'empêcha pas la République de demeurer aveugle et sourde au renouveau qui se faisait jour parmi la jeunesse marocaine et que le sultan Mohamed V allait bientôt incarner et défendre. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, ces pionniers constituent le comité France-Maghreb, auquel adhèrent François Mauriac, François Mitterrand, et soutiennent avec Amédée Lefebvre, vicaire général de Rabat, les initiatives du monastère de Toumléline en faveur du réveil des consciences inquiètes et de l'émancipation des Marocains. L'histoire retient aussi le courage de Maroc Presse et d'Antoine Mazella au printemps 1954 pour exiger le retour du sultan exilé à Madagascar et de tous ces penseurs libéraux qui paveront la voie de l'avenir. Ce sont ces libéraux, émules de Jacques Berck, regroupés dans Conscience française et le Centre d'études et de documentation de Jean Védrine, qui poseront les premiers jalons conduisant à Aix-les-Bains. Il fallut néanmoins encore plusieurs résidents généraux et le sombre épisode de la déposition du sultan Mohamed V et de son exil avant que la raison ne prévale. Mais la déclaration de la Selle Saint-Cloud, le 6 novembre 1955, scelle un nouveau temps. Oui, c'est par là que le Maroc et la France épargnèrent à leur peuple les 10 années de la guerre d'Indochine et les 8 ans de celle d'Algérie. Ces quelques mois qu'employèrent les négociateurs pour ouvrir la voie à l'indépendance sont à marquer d'une pierre blanche dans notre histoire, car ils ont permis au Maroc et à la France de surmonter les cicatrices laissées par l'épisode colonial. Quand la France se tourne vers ces 80 dernières années de relations franco-marocaines,
c'est d'abord de la gratitude qu'elle ressent. Pour tous ces hommes venus du Maroc pour libérer notre patrie du joug de l'occupant, en Provence, dans la vallée du Rhône, mais aussi sur tous les autres théâtres où les forces françaises libres furent engagées. Partout la chéchia et la ceinture écarlate des tirailleurs devint synonyme de bravoure et de sacrifice. Partout les goums et les tabors ont payé le prix du sang pour notre liberté. Comme le fit le général de Gaulle, en reconnaissant le sultan Mohamed V comme compagnon de la libération, comme j'ai eu l'occasion de le faire cet été à la nécropole de Boulouris, à Saint-Raphaël, où dorment tant des vôtres. Je veux ici leur exprimer notre respect et notre gratitude. Il y eut le temps du sang versé, le temps des héros et de la guerre. Il y eut ensuite celui des forces vives de la paix. Ces dizaines de milliers et bien plus encore de Marocains qui contribuèrent, après la guerre, à la reconstruction de la France et à son industrialisation. Notre capitale, nos régions, nos villes, Havre, Montpellier, Lille, Metz, Nantes, Strasbourg, Grenoble, tant d'autres de Châlons et d'ailleurs, en portent aujourd'hui le témoignage à travers les communautés d'origine marocaine qui y vivent et qui participent à la vitalité de la France de ce siècle. Combien d'élus, d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs, dont l'histoire familiale, les patronymes, les valeurs spirituelles aussi, incarnent ce que le Maroc a apporté à la France pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Ici, au Maroc, la France est demeurée depuis l'indépendance le partenaire fidèle des évolutions de la société. La communauté française, dans sa diversité, y demeure la plus importante en Afrique. Nos 44 établissements scolarisent près de 50 000 élèves, dont une immense majorité de Marocains. Aux quatre coins du royaume, nos instituts français accueillent tous ceux qui, à un titre ou un autre, y recherchent une perspective. Apprendre notre langue, se préparer à étudier en France, se frotter à des artistes ou participer à des débats. Enfin, la communauté étudiante marocaine est la première dans l'Hexagone. Et je pourrais ici aussi convoquer les près de 5 millions de touristes français qui voyagent chaque année chez vous. Oui, de part et d'autre du temps et des mers, lorsque l'on parle du Maroc et de la France, il faut voir et il faut dire que nous ne sommes pas tout à fait étrangers l'un à l'autre. Et pas seulement parce que les années d'Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. La Giralda de Séville, les Éliges bleues et les patios ouvragés du sud en restent toujours le somptueux témoignage architectural. Mais parce que nos poètes même l'ont placé au cœur de nos imaginaires. Les vers du fou d'Elsa sont l'écho lancinant d'une passion franco-marocaine qui ne passera pas et qui s'est un temps incarnée dans ce territoire andalou qui n'était ni tout à fait l'Europe, ni tout à fait l'Afrique. Dans ce pays d'or et d'argent, travaillé comme une timbale, pour reprendre Aragon, où tout revêt ses habits de bal, les champs, les villes et les gens, et où l'air a le parfum des cymbales dans ce pays d'or et d'argent. Pour mes compatriotes, le Maroc jouera toujours un rôle à part, de porte, de passeur vers l'Afrique, une Afrique rêvée, autant que l'Afrique charnelle, humaine, tangible. Et il faut voir la passion que nourrissent nos lecteurs français pour des romanciers franco-marocains. Plusieurs nous accompagnent ici, Pierre Assouline, Abigail Assor, mais je pourrais convoquer aussi Tahar Benjeloun, Abdelatif Lahabi, Leila Slimani, lauréats de nos prix Goncourt et favoris du cœur des Français. Comme si votre terre était par excellence un territoire de littérature. La réalité marocaine est si complexe, si riche, si contradictoire qu'elle fournit en permanence matière à fiction, avance Tahar Benjeloun, élucidant peut-être un peu du secret de cette vitalité de vos plumes.